Nous poursuivons nos échanges dorénavant sur un dernier thème consacré aux évaluations et notamment en termes de dépassement du taux d'emploi, de la politique handicap, d'inclusion professionnelle dans la sphère éducative. Êtes-vous toujours intéressé? Alors surtout restez avec nous pour en savoir plus sur les évaluations. Bonjour à toutes et tous, bonjour Jean-Xavier Lichelet. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir à nouveau et de conclure toutes ces causeries précédentes sur le dernier domaine de développement d'une politique handicap d'inclusion professionnelle qui termine finalement le panorama de nos discussions. Alors, en effet, il ne peut y avoir de politique publique sans une recherche de qualité et d'évaluation de cette qualité. Ce domaine fait entrer tous les autres domaines dans une dynamique vertueuse par une recherche d'efficience et d'amélioration continue. C'est ainsi que nous allons donc aborder notre 10e et dernière causerie consacrée au thème suivant de l'indicateur historique à la diversification des moyens d'évaluation et de contrôle. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Le premier indicateur auquel l'on songe, c'est tout naturellement le taux d'emploi que tout un chacun connaît en tant qu'indicateur historique de la politique handicap. Pourriez-vous finalement nous le présenter et nous donner sa traduction concrète, notamment la fameuse déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour laquelle nous avons été saisis récemment et à laquelle nous allons répondre à votre service. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, c'est la dernière causerie et on voit sur les évaluations qu'elle conclut, je dirais, tout le processus de présentation d'une politique publique de handicap, d'inclusion professionnelle, selon toutes ces composantes, des prérequis, des missions cœur des correspondants handicap et des acteurs de la fonction handicap, jusqu'aux fonctions de support et cette fois-ci aux évaluations. Alors effectivement, on a parlé du taux d'emploi. Et vous l'avez très justement rattaché à la DOTH, c'est souvent des indicateurs qu'on croit connaître. Et justement, il était important sur cette causerie de débuter par cet indicateur que l'on croit connaître pour le développer davantage et se rendre compte qu'en vérité, c'est pas si simple. Voilà, tout à fait. Donc, alors très rapidement, un rappel historique en matière d'emploi. On sait que la loi de 2005, eh bien, elle a confirmé les dispositions de la loi de 1987 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on l'avait dit lors de la première causerie, du coup la boucle est bouclée, à hauteur de 6% de travailleurs en situation de handicap, tout en étendant cette obligation à l'époque, donc on est en 2005, à la fonction publique, et le tenant, ça a été, à côté de ce taux d'emploi concernant la fonction publique, eh bien, la création du FIPHFP, qui est le gardien de l'OETH, et donc de la DOTH également. On va y revenir, tout ça, ça se tient. Et donc, comme on l'avait indiqué dans la causerie numéro 5, sur le pilotage de l'obligation d'emploi, je vais simplement redonner cette définition, puis on va la développer. Le taux d'emploi est lié au principe de cette obligation d'emploi, cette OETH, selon lequel tout employeur doit réaliser un taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Et donc le FIPHFP nous dit l'effectif total rémunéré. Je n'y reviens pas, on en avait parlé dans la partie pilotage de l'obligation d'emploi de manière assez technique. Voilà, donc le taux d'emploi, il s'agit d'un indicateur quantitatif, on le comprend, qui est effectivement intéressant à suivre sous, je dirais, 3 aspects qui demeurent. Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, nombre de BOE dans la structure ou au niveau ministériel, tous n'ont pas forcément un besoin d'un aménagement de poste, c'est important de le rappeler, mais pour autant, tous ont besoin d'un accompagnement. Et c'est bien là aussi l'objet des évolutions récentes avec la loi de transformation de la fonction publique. Ce nombre, eh bien, il faut qu'il soit rapporté à l'effectif total rémunéré de la structure. Et donc, c'est là qu'on a le taux d'emploi avec ce ratio, BOE, assimilé BOE, et puis effectif total rémunéré. Et puis, je dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est
voilà, le suivi de ce taux d'emploi sur le moyen et sur le long terme. Et là, je me permets de donner quelques exemples sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Vous voyez, j'ai préparé l'évolution depuis 2013 du nombre de BOE au niveau de l'éducation nationale. On parle beaucoup du taux d'emploi, qui est effectivement faible, on y reviendra, mais on ne parle pas du volume que ça représente. Donc c'est là qu'on voit déjà, ça c'est une première approche un petit peu renouvelée de l'indicateur taux d'emploi. Eh bien, il faut s'intéresser aussi en nombre, au nombre de BOE que cela représente en vérité. Et là, on voit qu'entre 2013 et 2023, donc on a là 10 ans d'écart, au départ, on est sur un socle de 23 400 et quelques BOE. C'est un peu comptable ce que je dis, mais c'est important aussi dans la partie évaluation d'en parler. Et je dirais que ça, on peut dire, en 2013, ça correspond au socle de départ de la population BOE dans nos effectifs, qui sont aussi particuliers, puisqu'on a une majorité de cadres et évidemment une proportion très très importante de la filière enseignante. Donc il y a des particularités. Et on voit que finalement, 10 ans après, on arrive à finalement quasiment doubler en volume le nombre de BOE et qu'on approche progressivement des 40 000 BOE, ce qui correspond à une population qui est extrêmement importante, qu'il faut aussi parvenir à suivre en accompagnement. Voilà. Simplement, ce qu'on constate, et ça c'est intéressant aussi quand je dis qu'il faut suivre ce taux d'emploi sur le moyen et le long terme, on voit qu'il y a une montée progressive jusqu'en 2018-2019. Et là, on a une baisse. Alors, quand on perd 0,5 points à l'éducation nationale, c'est dramatique parce que c'est une chute du taux d'emploi. On voit que 0,5 points, ça correspond à 5000 BOE à peu près. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on regarde, ça signifie qu'on n'avait pas forcément piloté l'obligation d'emploi à cette époque et qu'on était allé aussi sur de l'emploi non pérenne. C'était des contrats aidés. Ces contrats aidés, conclus pour 5 ans, ils ont fini par sortir de nos effectifs. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on est arrivé à peu près en 2021, à un taux d'emploi qui retrouvait le taux d'emploi de 2017 environ. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on constate ici une remontée, et ça, très clairement, c'est lié au pilotage de l'obligation d'emploi, dont on parlait dans la causerie numéro 5. Et ce meilleur pilotage de l'obligation d'emploi a permis un meilleur recensement BOE, un meilleur accompagnement, même si on ne peut pas encore le prouver d'un point de vue qualitatif. Et, voilà. Et donc on voit, je dirais, la pertinence des réponses apportées au niveau du pilotage de l'obligation d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est l'éducation nationale. Si maintenant, je reviens sur le taux d'emploi, donc ce ratio entre le nombre de BOE et puis l'effectif total à rémunérer. Vous avez ici, en bleu, le taux d'emploi de la fonction publique. C'est interfonction publique. On voit qu'on est à peu près à 5,4% aujourd'hui, donc avec un départ, on va dire 2013, il y a 10 ans, avec un point d'écart. Il y a plus 1 point en 10 ans, près. Et puis, simplement, c'est les 3 fonctions publiques. Alors, les 3 fonctions publiques n'ont pas non plus les mêmes effectifs. En général, l'État, qui doit être, il doit être à 4,37%, 4,36% voilà, de mémoire, forcément, lui, est un peu plus faible dans la mesure où on a plus de cadres au niveau des ministères. Bon, après, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter l'obligation d'emploi et essayer de s'en donner les moyens, bien évidemment. C'est une obligation légale, mais on peut quand même expliquer le pourquoi des choses. Et donc, si on s'en tient cette fois-ci au taux d'emploi de l'éducation nationale que vous avez en rouge, eh bien, on retrouve un taux d'emploi en 2013 qui est à peu près à moins de 2%, et aujourd'hui, on arrive à 3,86% avec cette montée progressive, mais qui n'était pas consolidée, cette chute ici, et finalement une remontée, alors on ne la voit pas en forme de flèche, c'est là ici, en forme historique, en 3,38% et 3,86% en 2023, sur la déotage 2023. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en vert, on a l'enseignement supérieur. Alors, je vais effacer pour rendre ça. Voilà. Et on voit que l'enseignement supérieur, lui, aujourd'hui, il a 4,18%. Donc la sphère éducative se retrouve autour de 4% aujourd'hui. Donc ça aussi, en termes de maturité, c'est intéressant. Et on voit que pour l'enseignement supérieur, eh bien, on a une montée très progressive et parfaitement consolidée
du taux d'emploi, je dirais presque en douceur. Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment régulier. On arrive aujourd'hui à 4,18%. Donc, vous voyez, avec un simple taux d'emploi et un volume de BOE, on arrive quand même à analyser les choses. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on assiste à un rattrapage de la sphère éducative, un rattrapage entre guillemets, on a bien sûr des effectifs spécifiques, mais qui arrive à 4%, j'en parlais tout à l'heure, qui n'est donc plus très loin des résultats de la fonction publique d'État et qu'il faudrait parvenir à hisser évidemment au niveau du taux d'emploi interfonction publique. Voilà. Et donc, donc ça, une fois encore, ça n'empêche pas de travailler sur la montée du taux d'emploi pour respecter la volonté du législateur de 1987 et de 2005 qui s'applique à la fonction publique. Et je tiens aussi à apporter un point important dont on ne peut pas encore totalement anticiper les conséquences. Mais dans les prochaines années, il est très probable que le taux d'emploi va évoluer. Et que, du coup, alors ça c'est une possibilité qui est prévue désormais par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui instaure la possibilité de changer le taux d'emploi légal tous les 5 ans. Ah oui. Voilà, donc depuis 2023, la loi est 2018, depuis 2023, les 6% peuvent être modifiés par le législateur. Et donc, quand on regarde le taux d'emploi, il faut peut-être aussi le rapporter à la population en situation de handicap global de la France, même si toute cette population ne travaille pas forcément. On a aussi des élèves, des étudiants. Voilà. Le handicap, là je cite les chiffres de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, donc récemment, le handicap toucherait 12 millions de personnes en France, soit à peu près 18% de la population française. Donc ça donne aussi entre guillemets, une marge de progrès sur le taux d'emploi. On n'arrivera pas à 18% de taux d'emploi au niveau de la sphère professionnelle. Hein. Là c'est toutes les sphères privées et professionnelles confondues. Mais il est dans la logique que ce taux d'emploi augmente. Oui, donc quand vous parlez de l'augmentation du taux d'emploi, enfin la variation du taux d'emploi par le ministère, enfin par le législateur, pardon, c'est pas en deçà, c'est obligatoirement au-delà. Ça va monter. Comme l'avait préconisé le FIP. Oui, exactement. Là, je pense qu'on ne peut pas descendre. Très bien. Donc, voilà. Donc du coup, avec toutes les conséquences qu'on va du coup étudier, puisque l'indicateur du taux d'emploi, même s'il est historique, on voit bien qu'il ne suffit pas à définir la qualité des actions menées dans le cadre d'une politique handicap d'inclusion professionnelle. Et à cet égard, ça c'est un point aussi qui est important à souligner, c'est qu'un taux d'emploi élevé ou un taux d'emploi faible peut très bien résulter d'effets conjoncturels et évolutifs. On a cité dans la pilotage d'obligation d'emploi la pyramide des âges, une structuration catégorielle des emplois, des métiers eux-mêmes spécifiques. Et donc, voilà, donc le taux d'emploi il correspond à une réalité, certes, et à une obligation légale. Encore une fois, il faut se hisser à ce niveau d'exigence. Mais aussi, cette réalité-là, elle est à tempérer pour rechercher des indicateurs qui permettent d'illustrer, je dirais, la dynamique d'une politique handicap d'inclusion professionnelle. Et donc, du coup, j'en viens à la DOTH, puisque c'est le lien avec le taux d'emploi. Votre question, elle est extrêmement dense, on le voit. La DOTH, c'est clairement la traduction opérationnelle de l'OETH, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais cette DOTH, elle ne tient pas compte uniquement du taux d'emploi. Donc ça, c'est un premier point. On croit connaître la DOTH, mais en fait, on ne l'inscrit pas forcément dans le cadre qualitatif qu'elle représente. Ça, c'est important de le souligner. Et donc, cette DOTH, elle correspond à la déclaration annuelle qui est faite par chaque employeur. Et depuis la réforme sur la DOTH de 2020, il y a une réforme à cette année-là, tout employeur doit faire une déclaration. Tout employeur public qui emploie des personnes, des agents, doit réaliser une déclaration, mais l'obligation d'emploi, donc de 6% aujourd'hui, elle ne va concerner que les employeurs de 20 ETP et plus, équivalent temps plein. Voilà. Donc il y a cette subtilité-là aussi qui a été introduite. Avec, si jamais l'employeur ne respecte pas son obligation d'emploi de 6%, le paiement d'une contribution, nous dit le FIPHFP, qui est en fait une amende en vérité, pour non-respect du taux d'emploi légal de l'obligation d'emploi. Donc la DOTH structure cette politique, et le taux d'emploi est une chose, il y a aussi
du coup, tout un mécanisme dans lequel il faut rentrer et qui structure la politique handicap, y compris d'un point de vue qualitatif. Des dispositifs de valorisation et de déduction sur lesquels les employeurs sont invités à s'investir plus particulièrement. Alors, bien sûr, ils ont l'intérêt d'investir ce champ. Oui. On n'a pas intérêt à augmenter la contribution qu'on paye quand on ne respecte pas l'obligation d'emploi. Mais par ce biais, eh bien, il faut voir aussi tout l'aspect qualitatif que recouvre cette DOTH et son articulation. Et donc là, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette DOTH, comment elle se structure. En fait, elle est en deux parties. Souvent, ça, on l'ignore. Il y a d'abord une première partie qui, sans surprise, est le taux d'emploi. Alors, le taux d'emploi, on le retrouve ici. On a l'effectif total rémunéré et le nombre de BOE recensés avec la cible en nombre de BOE pour atteindre le taux d'emploi légal. Voilà. Donc, la plupart du temps, dans la sphère éducative, le nombre de BOE recensés est inférieur à la cible. Ça, on le sait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui va participer au calcul de la contribution, ce sont les unités manquantes. Ah oui. Et très récemment, eh bien, nous avons eu une modification par le FIP avec une possibilité de valorisation des BOE de 50 ans et plus. Pour les garder plus longtemps. Pour les garder effectivement plus longtemps. Et on voit du coup la logique aussi avec les textes récents, loi plein emploi, et puis d'autres textes. Tout ça, c'est vraiment à mettre en correspondance. Et on voit que cette population des 50 ans et plus, elle est aussi particulièrement observée. Et donc, on incite cette population aussi à déclarer sa situation de handicap. Ce sont les BO de 50 ans et plus, mais uniquement déclarés dans l'année ou recrutés dans l'année. Donc, on ne les compte qu'une seule fois. Et c'est à ce moment-là qu'on a ces unités manquantes qui permettent d'établir la contribution annuelle. Voilà. Donc, vous avez ici, je redis, le taux d'emploi. Et ce taux d'emploi-là, il est officiel. On ne change pas. Donc 3,86% pour l'éducation nationale, 4,18% au global pour l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans la mécanique de la DOTH avec cette population de 50 ans et plus, qui permet de fixer les unités manquantes et donc le premier montant d'une contribution. Ça, c'est la contribution annuelle. Mais comme les choses ne sont pas simples, rien n'est simple et tout se complique, nous passons du coup à la deuxième partie de la DOTH. Là, c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on est, en plus, on est sur la structuration de la politique handicap, on a les déductions. Voilà. Et donc ces déductions, elles sont de 3 catégories, c'est très classique, et elles concernent, et ça c'est important de le dire, voilà, elles ne concernent que les dépenses qui sont assumées sur ressources propres par l'employeur. Donc il n'y a pas de crédit FIPHFP dans cette déduction. C'est que ce que l'employeur a mis sur ressources propres et donc aussi en développement par lui-même de cette politique handicap d'inclusion professionnelle. Donc vu ainsi, c'est tout à fait cohérent. Donc il y a nous avons donc d'abord les déductions de rang 1, les achats auprès du secteur du travail protégé et adapté, les EA et ZAT, dont nous avons parlé lors de la précédente causerie, qu'on retrouve ici. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des pièces justificatives, mais je n'ai pas le temps. Nous avons ensuite une déduction de rang 2 qui concerne, alors les APSA, c'est les accompagnants des personnes en situation de handicap, et toutes les dépenses assumées en propre par le ministère sur l'accueil et le maintien dans l'emploi. Donc ça concerne les personnels. Donc vous voyez, la première concerne les achats, donc l'ouverture sur d'autres structures que les achats inclusifs propres pour les personnels. Exact. Vous avez cette deuxième partie qui concerne les personnels que nous avons dans nos effectifs. Et puis nous avons, voilà, et donc à partir de là, nous avons un montant qui arrive, qui est la contribution exigible. Donc c'est la deuxième contribution qui arrive, qui remplace la contribution annuelle initiale, et qui permet de tenir compte de ces deux typologies de déduction. Donc tout employeur qui a développé ces deux thématiques, eh bien, va pouvoir déduire selon un plafond cette contribution exigible. Et la plupart du temps, les employeurs s'arrêtent là. Puisqu'ils ne sont pas forcément de la sphère éducative. Mais pour la sphère éducative, nous avons en plus une spécificité, puisque de par nos missions, nous avons des élèves et des étudiants qui sont eux-mêmes potentiellement en situation de handicap et qu'il faut accompagner. Et donc nous avons cette troisième déduction, de rang 3, qui concerne les AESH, c'est-à-dire les accompagnants des élèves et des étudiants en situation de handicap que l'établissement ou que le ministère ou que l'académie met en place en accompagnement des
élèves ou des étudiants et qui sont assumés en propre parce que nous n'avons pas d'AESH dans l'université. D'accord. Vous n'avez pas d'AESH. Mais vous rémunérez quand même des étudiants. Nous rémunérons des personnes pour accompagner des étudiants en situation de handicap. Mais en tout cas, cette appellation AESH spécifiquement, elle n'existe pas dans l'enseignement supérieur. Alors peut-être que effectivement, cette appellation-là, elle n'est pas forcément propre dans l'enseignement supérieur, mais c'est tout accompagnant des étudiants et donc qui a une formalisation sous forme de contrat, par exemple. Je pense que notre correspondant handicap sera mieux que moi, effectivement, gérer cette question. Exactement. Et donc, du coup, puisqu'on a ce sujet sur l'enseignement supérieur, dès lors que l'établissement a assumé en propre la rémunération de ses accompagnants, pas sous forme de délégation du ministère. Bien sûr. Donc, au-delà de cette délégation, si l'établissement a assumé en propre cette rémunération, eh bien, il peut la déduire. Très bien. Ça rentre donc dans le rang 3. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette contribution qui est la dernière, qui est la contribution due, et la contribution finale qui fixe le montant de l'amende ou de la contribution qui est payée par l'employeur. Voilà. Donc on voit que cette DOTH, et j'en finirai là, donc en deux parties, on voit que c'est tout un cheminement en fait, mais qui a du sens pour développer la politique handicap d'inclusion professionnelle, et je dirais sans la confondre avec d'autres politiques handicap, par exemple sur les AESH ou les accompagnants des étudiants, eh bien cette déduction-là, elle est plafonnée aussi. Oui, bien donc sûr, je comprends. La déduction de rang 3 ne peut pas couvrir intégralement le montant d'une contribution désormais. Voilà. Et donc là, voilà, donc ça c'est très important, et c'est cet équilibre qui a été trouvé avec la réforme de la DOTH de 2020 et donc qui est très, très récent. Très bien, écoutez, c'était très clair. Alors nous comprenons justement désormais l'aspect très structurant de la DOETH pour la politique handicap d'inclusion professionnelle. Mais alors au fond, comment cette déclaration est-elle contrôlée et par qui? C'est ce qui nous intéresse. Ah oui, là d'un point de vue très opérationnel, qui contrôle? Voilà, exactement. Alors, voilà, donc c'est là que c'est important de bien préciser les choses, parce que c'est également le FIP. Le FIP et HFP, alors c'est un établissement public, donc qui a aussi des services qui sont mis à sa disposition, qui relèvent de la Caisse des dépôts. Alors je dis le FIP, mais parfois c'est aussi la Caisse des dépôts. Bien sûr, c'est lié. Voilà. Mais souvent, de manière globale, on dit le FIP et HFP. Et ça, c'est dans un autre domaine que le conventionnement. Donc, voilà. Donc là, je précise, il y a le conventionnement d'un côté et il y a le contrôle sur la DOTH de l'autre. Je vais évacuer la partie du conventionnement. Dans le cadre du conventionnement pour les employeurs conventionnés, du coup, eh bien, le FIP exerce effectivement un contrôle. Ce n'est pas le contrôle dont il s'agit. C'est un contrôle qui s'effectue en fin d'exercice budgétaire et qui consiste en des vérifications, je dirais, de cohérence des pièces fournies annuellement. Dans le cadre du conventionnement, eh bien, on doit réaliser tous les ans un bilan financier qu'on transmet au FIP et HFP et un rapport narratif. Et ces éléments permettent de valider, donc en année suivante, en année N+1, je vais parler comme les financiers, le respect des engagements pris par l'employeur auprès du FIP et HFP en année N. Voilà, donc c'est un contrôle a posteriori, mais sur le conventionnement. Donc c'est un contrôle d'ordre conventionnel qui permet au FIP de vérifier la bonne utilisation de l'enveloppe du FIP et notamment la conformité avec le catalogue des interventions. Donc ce sont les équilibres entre par FIP et par employeur qui sont vérifiés également. Ça, c'est le contrôle d'ordre conventionnel qui ne concerne pas tous les employeurs. Mais sur la DOTH, que j'ai présenté à l'instant, eh bien, dans ce cadre-là, le FIP peut contrôler la déclaration de tout employeur public, y compris donc de la sphère éducative, on a bien compris, et employeur conventionné ou pas. Et là, on est dans le cadre de la vérification du respect de l'obligation légale. Et ça, c'est différent, avec plusieurs précisions à apporter. D'abord, quel est le fondement de ce contrôle? C'est l'article 7 du décret de création du FIP, numéro 2006-501, qui donne le droit au FIP et HFP d'exercer ce contrôle. Et plus exactement, le texte dit à la gestion administrative qui relève de la Caisse des dépôts. Donc c'est l'unité recouvrement et contrôle au niveau national du FIP. Et donc, il y a le FIP et HFP, je parle de manière globale, a le droit de demander finalement à tout employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration. Je développerai ça plus tard. Ce contrôle, il s'effectue a posteriori, forcément. La déclaration est faite,
le FIPHFP arrive dans sa composante contrôle. Et tout employeur peut faire l'objet de ce contrôle, y compris un contrôle récurrent, qui peut venir tous les ans. C'est lui qui décide. Et vous avez après l'article 6 du règlement général de la protection des données, caractère personnel, qui fixe le cadre licite, la licéité de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle. On voit que tout ça est bien organisé et que ces vérifications, le FIP a tout à fait le droit de les réaliser et que ces vérifications, donc, du coup, elles vont suivre les deux parties structurantes que j'ai présentées de la DOTH avec la réclamation de pièces justificatives. Le FIP vérifie sur pièces. Alors ça peut être la liste nominative des ETR dont j'ai parlé, ça peut être des pièces justificatives BOE, notamment les RQTH, la qualité de travailleur handicapé, mais pas que. Toutes les pièces jointes aussi justificatives de valorisation des agents de 50 ans et plus et de déduction des 3 rangs. Voilà. Donc finalement, c'est un contrôle complet, et je le précise encore, uniquement sur les dépenses assumées sur ressources propres. Pourquoi? Parce que c'est bien elles qui viennent uniquement en déduction de la contribution. Et donc, comme c'est la déclaration qui est vérifiée, eh bien, le FIP va vérifier ces typologies de dépenses assumées sur ressources propres. Voilà. Donc, la transmission de ces pièces, on comprend, et puis plus la politique handicap va se développer, plus cette transmission sera très conséquente en volume. Et donc, je dirais, les employeurs de la sphère éducative sont invités à s'y préparer, y compris dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, donc en commençant à ne pas attendre le contrôle pour commencer à rassembler les pièces, il faut le faire tout le temps. En revanche, quand ils sont contrôlés, ils peuvent bénéficier aussi d'un accompagnement par la mission handicap inclusion professionnelle au niveau national. Très bien. En tout cas, en vous écoutant, j'ai bien compris que la DOTH est un indicateur a posteriori. Mais en anticipation, est-il possible de mettre en place d'autres évaluations ou contrôles, justement, a priori? Est-ce que ça existe, ça? Alors, tout à fait. Alors, il peut être un peu paradoxal de réclamer des contrôles, y compris internes, a priori. Mais l'idée, c'est bien finalement que l'on puisse sécuriser au maximum la DOTH. Et plus on l'aura sécurisé, et plus le contrôle du FIPHFP pourra être neutralisé. C'est bien ça le but. Et donc, on a plusieurs possibilités qui sont envisageables, que je vais développer très, très rapidement. On a le contrôle interne financier, le CIF, qui est pris sur le fondement des principes établis par le décret 2022-634, 2022-634 du 22 avril 2022. Et là, effectivement, comme vous précisez dans votre question, c'est bien un contrôle a priori. Il s'agit surtout de sécuriser en amont l'ensemble des processus mobilisés pour développer une politique qui soit d'ordre financier, juridique ou de fonctionnement. Voilà. Donc, par exemple, à l'Éducation nationale, nous avons un outil de certification des dépenses qui s'appelle HandiAction, dont j'ai parlé dans les précédentes causeries, et qui a un véritable contrôle interne financier, et qui trace les dépenses en part FIP et en part employeur pour sécuriser le conventionnement, et qui trace aussi les dépenses qui sont déclarées lors de la DOTH, et donc venant exclusivement en dépenses sur ressources propres. Voilà. Et donc ce contrôle du CIF chez nous, finalement, il répond à deux usages. Ça, c'est le premier contrôle interne qu'on peut mettre en place a priori. On a aussi la réalisation d'une matrice de maturité. Donc là, en tant qu'outil d'évaluation interne, cette matrice de maturité, elle permet de structurer une démarche de progrès. Alors, le but, c'est de suivre un ordre chronologique avec différentes étapes permettant de dessiner une organisation optimale. Ça, c'est un outil qui est construit par l'employeur lui-même. On a d'autres outils, par contre, qui existent, qui sont co-construits par d'autres employeurs, qu'on peut utiliser. Le baromètre emploi et handicap, qui est co-construit avec des réseaux d'employeurs, et dont l'architecture suit justement cette démarche de structuration et de développement d'une politique handicap d'inclusion professionnelle. Et puis, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier dans ces indicateurs à développer, ce sont les bilans. Les bilans annuels, qui doivent d'ailleurs être présentés en formation spécialisée, CSA, qui constituent donc des bilans financiers, des bilans d'activité. Ces bilans doivent aussi être l'occasion pour la structure, finalement, de communiquer sur l'existence de ces 4 domaines, de couvrir l'ensemble des 4 domaines de développement dans les bilans et, je dirais, d'en montrer progressivement, d'année en année, l'état
d'avancement. Eh oui. Voilà, tout à fait. Donc, on voit que c'est finalement, ces bilans, la réponse, mais a posteriori, du coup, de la formalisation des engagements, tout en étant a priori des contrôles du FIPHFP. Vous voyez. Donc, voilà, donc là, on voit la construction qui se met en place. Et donc, on entre progressivement dans une politique dont l'évaluation, tout en étant quantitative, avec le taux d'emploi, aborde aussi la qualité des actions et la dynamique engagée, je dirais, en dépassement de l'indicateur du taux d'emploi. Voilà. Le dernier indicateur qu'on peut citer, puisque le rattachement récent de la mission handicap inclusion professionnelle, désormais, il est celui de la direction de projet diversité égalité professionnelle. Puis on a aussi des labellisations AFNOR concernant l'égalité professionnelle et la diversité, et qui peuvent aussi structurer l'action de l'employeur, voilà, et donc répondre positivement sur l'aspect qualitatif et son suivi. Alors, désormais, la base de données sociale, la fameuse BDS, issue de la loi de transformation de la fonction publique, est un nouvel enjeu au sein de nos organisations, en lien avec le rapport social unique, RSU, et le dialogue social. Alors, quels sont les liens que vous pourriez mettre en exergue avec la politique handicap d'inclusion professionnelle? Ouais. Alors, en effet, et ça, c'est très regardé par les organisations syndicales, bien évidemment, dans le prolongement de la loi de transformation de la fonction publique et, je dirais, alors, je vais être un peu technique, sur le fondement de l'article L231-1 et suivant du Code général de la fonction publique, L231-1 du Code général de la fonction publique, eh bien, chaque employeur est invité à produire un rapport social unique, comme vous l'avez précisé, rassemblant les données à partir desquelles sont établies les lignes directrices de gestion. Et donc, ces lignes directrices de gestion, elles déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Voilà. Et donc, dans ce cadre, chaque employeur est amené à produire des indicateurs tous les ans. Et la politique handicap d'inclusion professionnelle, donc dans le cadre du pilotage des ressources humaines, cette fois, eh bien cette politique, elle est concernée par plusieurs indicateurs de la BDS, en lien avec, et c'est là que c'est très intéressant, en lien avec d'autres acteurs dans le champ de la prévention et de la médecine de prévention. Indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs. Donc on voit qu'il y a une pluralité d'acteurs là qui doivent produire des données. Et voilà, pour les premières années de réalisation de la BDS, le choix de la DGRH ministérielle a été d'opérer un focus handicap sur quelques indicateurs disponibles. Donc en présentant le recensement BOE, et donc le pilotage de l'obligation d'emploi, on y revient, les recrutements BOE, on revient sur la causerie recrutement avec notamment le développement des voies spécifiques, de toutes les voies spécifiques, et puis les dispositifs d'accompagnement, comme voilà, les aides humaines, les allègements de services, les postes adaptés. Voilà. Et donc, en conclusion de cette partie, ces indicateurs, donc ce focus handicap, il a vocation aussi à évoluer dans le temps et à suivre progressivement la maturité acquise par l'employeur pour justement donner à voir le développement de cette politique. En tout cas, vous avez bien illustré l'indicateur historique à la diversification des moyens d'évaluation et de contrôle. Je vous en remercie. Et avez-vous un dernier mot à nous proposer pour conclure cette dernière causerie? Et oui, effectivement. Alors, bon, j'avoue que j'étais très très heureux de suivre le fil de ces causeries et pour la première fois de pouvoir poser ce cadre d'une politique globale. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de causeries dont les thèmes n'avaient jamais été présentés ainsi, voilà, et qui montrent, je dirais, toute la diversité d'actions des correspondants handicap et du développement de cette politique. Alors, ces échanges qui commencent à être nombreux, donc on a 5 heures d'enregistrement quand je ne dépasse pas le temps, ce qui est le cas en ce moment, qui donne à voir, je dirais, l'extrême diversité aussi des domaines de cette politique publique, vaste et transverse. Donc elle montre également, et c'était l'objet de ces causeries, elle montre également cette démarche positive de développement en vue de guider les employeurs de la sphère éducative. On peut parler au-delà, mais c'est surtout la sphère éducative qui est visée, puisque c'est le champ de compétences de la mission handicap nationale. Voilà. Et je dirais, quelle que soit la forme de leur organisation, l'idée, c'est vraiment on a ce besoin impérieux de structurer les actions et d'avancer concrètement dans l'inclusion professionnelle et l'accompagnement des parcours professionnels des personnes en situation de handicap et ou en voie d'inaptitude. Voilà. Donc,
on voit surtout que, et j'en finirai là, que du fait des évolutions récentes, c'est surtout la notion d'accompagnement qui ressort, plus complète, qui prend le pas sur la notion de taux d'emploi, qui demeure, je le répète, importante en tant qu'obligation légale. Et donc, on en voit toute la complexité de développement de cette politique. Je dirais, il n'y a pas de temps à perdre pour développer cet accompagnement. Et donc, je finirai avec ces mots. Bien que l'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Merci beaucoup, Jean-Xavier Lichelet, pour toutes ces causeries. Merci à vous.